L'ouverture, elle est plus venue sur l'aspect sexuel. On a finalement eu un peu des sentiments à trois. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça peut être cool, quoi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne monsoin.ch, la plateforme pour les soins énergétiques en ligne. Aujourd'hui, nous recevons Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Antoine. Patrick est thérapeute de la relation, du cœur et du cul. On peut dire ça? On peut dire ça, tout à fait. Vous allez apprendre aujourd'hui comment ces expériences l'ont nourri pour devenir aujourd'hui un thérapeute avec une grande plus-value avec son expérience, voir aussi comment la relation de nos parents a influencé nos relations actuelles de couple, et puis voir comment dans le polyamour on peut construire dans le futur ou non. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous mentirais si je vous disais qu'on allait voir tous les commentaires, mais la plupart on va les voir. Et on a aussi un podcast sur Spotify. Donc merci de nous suivre, ça nous aide énormément. Patrick, tu es thérapeute de la relation du cœur des hommes. Oui. En quoi ça consiste? Ça consiste en un vaste travail, j'ai envie de dire. J'ai eu plusieurs appellations au fil du temps. Et là maintenant, ouais, j'ai vraiment mis comme appellation thérapeute de la relation du cœur et du cul. Parce que je trouvais l'expression assez drôle, et puis j'aime bien montrer que la relation c'est un peu vaste aussi, c'est pas juste les sentiments, quoi. Et il y a aussi l'approche du corps, etc. Mais oui, thérapeute du cœur des hommes, c'est une des manières dont je me suis appelé à un moment donné, parce que bah, j'axe beaucoup ma communication sur les hommes, tout simplement. Parce que pour moi c'est important que les hommes, qui ont beaucoup moins tendance que les femmes à faire de la thérapie encore aujourd'hui, puissent aussi trouver un espace où ils se sentent entendus, compris, écoutés, accueillis, acceptés, etc. Toutes les choses qui sont nécessaires pour s'ouvrir à ça. Et du coup, j'axe beaucoup ma communication sur les hommes, et c'est pour ça que, vu que je travaille plutôt sur la relation amoureuse, même si là aussi je digresse beaucoup avec les relations en général, mais la relation amoureuse, bah, ça parle forcément du cœur, donc voilà. Thérapeute du cœur des hommes, ça me semblait être un titre pertinent à une époque. Ouais, c'est très joli. Ouais. Et toi, dans ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a amené à devenir thérapeute du cœur des hommes? Ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et du coup, c'est en faisant mes thérapies à moi que je me suis rendu compte que j'étais plutôt doué pour ça. J'avais matché une fois à l'époque sur Tinder une femme qui était sexologue, thérapeute de couple et psychologue. Et on match on discute pendant 2 semaines, puis après tout d'un coup plus rien. Puis elle revient 3 semaines après, puis elle me dit, ouais, je me suis mis en couple avec un mec, mais ça va pas comme je voulais, et tu avais des réflexions vachement intéressantes. Je me dis, mais elle est thérapeute de couple et sexologue, puis c'est elle qui me dit que moi j'ai des réflexions intéressantes. C'est un peu bizarre, quoi. Et à l'époque où moi je faisais, enfin j'en fais toujours des thérapies pour moi, mais quand j'avais commencé avec psychanalyse et tout, la psy que je voyais à l'époque, elle m'avait dit, vous êtes le seul patient que j'ai qui s'auto-analyse en fait. Et du coup, voilà, ces différents éléments, plus mon adoration pour cette pratique-là, d'essayer de comprendre, de voir, d'entrelire, comme je dis, de lire entre les lignes, de sentir un peu les vibrations qui se passent quand on dit ceci ou cela. Je trouve tout ça vraiment passionnant, et a priori, les premières personnes avec qui j'ai échangé sur le sujet trouvaient que j'étais compétent aussi, donc je me suis dit, bah, il y a peut-être un métier à en faire, quoi. Donc c'est un peu comme ça que je suis devenu thérapeute. Ouais. Et donc, tu as fait beaucoup d'expériences. Beaucoup, 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 beaucoup. Et entre autres, on en discutait, par exemple, le polyamour. Ouais, tout à fait. Et, vu que c'est un thème, c'est vrai qu'on voit des fois dans les films ou voilà, dans les clips, etc. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment toi tu l'as vécu? Alors au début, bah, c'était assez classique. Au début, je voulais pas. Au début, je voulais pas, mais moi, l'ouverture, elle est plus venue sur l'aspect sexuel que sur l'aspect sentimental. Parce Ok. que le polyamour, c'est plus l'aspect sentimental. Je voulais faire des expériences, je voulais essayer. Je me suis vite rendu compte dans mes premières relations que j'étais pas vraiment jaloux. Et que du coup, voilà, je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa d'expérimenter ça. Et j'ai expérimenté ça d'abord sous l'aspect de la sexualité, en étant libertin, échangiste ou des choses comme ça. Et puis, dans une des relations, j'avais dit, mais libertin, oui, mais polyamour, non. Je me sentais pas assez sécure pour me sentir, entre guillemets, en concurrence avec un autre homme ou des choses comme ça. Et finalement, dans cette même relation, ben, il se trouve que l'une des partenaires de notre échangisme, ben, ça a duré quelques mois, et on a finalement eu un peu des sentiments partagés à trois. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça peut être cool, quoi. Et plus tard, c'est revenu, et j'ai vraiment expérimenté le polyamour. Alors, dans une relation où le couple de base, entre guillemets, était déjà formé,
même si on parle en principe pas trop comme ça de couple de base, mais il y avait déjà un couple d'origine, et moi j'étais avec la femme, et ça a duré pareil, quelques mois et tout, et finalement, voilà, c'est un peu comme ça que j'y suis venu, quoi, par goût de l'expérience, par goût de me tester, de me challenger un peu, et inconsciemment à l'époque, mais c'est ce que je vois aujourd'hui aussi, un goût pour l'évolution, quoi, d'aller chercher un peu, qu'est-ce qui fait qu'à l'époque je voulais pas, puis qu'au final j'ai fait une bonne expérience, et euh, Parce qu'il y a plein de questions qui se jouent là. La bien confiance sûr. en soi, la confiance en l'autre. Mhm. La jalousie, ça peut aussi être vu comme quelque chose de bon, parce qu'au final, Mhm. tu vois, de temps en temps, Mhm. etc. Il y a la question de la vulnérabilité, il y a la question aussi de comment tu construis sur le futur une relation du polyamour, tu vois. Mhm. Est-ce que tu peux vraiment construire, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Je lui ai posé beaucoup de questions, mais... Mais on est là pour ça, seulement. Je t'ai dit, je prétends n'avoir aucun tabou, donc Ok, trop bien. si je pense que, alors moi personnellement, j'en ai pas fait l'expérience de construire sur du long terme dans du polyamour. Mhm, Mais il y avait des questions logistiques aussi. La relation, j'ai vraiment expérimenté ça. C'est une femme qui habitait à Lyon, donc voilà, il y avait aussi quelques défis logistiques, on va dire. Euh, mais j'ai déjà entendu des couples ou des trouples ou plus qui vivent ensemble dans des immenses appartements, voire dans des maisons, dans des immeubles. Et puis bah, ils sont en couple, trois, quatre couples en même temps. Et puis ça fonctionne très bien en fait. C'est un espèce de petit microcosme où ils sont, bah voilà, c'est un petit immeuble, il y a quatre appartements. Et puis bah, les quatre, ils sont tous ensemble sentimentalement, sexuellement, ils peuvent coucher les uns avec les autres et tout. Et à ce moment-là, ça pose aucun problème par rapport à la construction vraiment de la relation qui peut y avoir en dehors du couple principal, encore une fois, quoi. et si, s'il devait y avoir des enfants là au milieu, ça devient difficile, non? Ou bien... Alors, ça devient difficile, non. Ça devient difficile de l'extérieur. Ouais. Parce qu'on se dit, ouais, mais du coup, on fait comment? On revient aux bases et on se rappelle que le couple parental n'est pas nécessairement le couple sentimental. Le couple sentimental slash sexuel, c'est une chose, le couple parental, c'en est une autre. Et c'est justement ce qui fait énormément de problèmes chez les gens qui ont des enfants et qui finissent par se séparer, c'est qu'ils pensent le couple parental comme étant une extension au couple sentimental. J'ai une relation, tout se passe bien, on veut que ça continue. La suite logique, c'est on emménage ensemble, potentiellement on achète, et puis on fait des enfants. Acheter, ça reste quelque chose qui reste dans le cadre du couple sentimental. Habiter ensemble ou des choses comme ça. Avoir des enfants, ça confère des responsabilités légales, notamment éducatives, etc., qui dépassent le cadre du couple sentimental parce que, on le voit bien, quand on se sépare, bah, on reste parents. Donc le couple de parents, c'est pas quelque chose qui vient s'ajouter dans le couple sentimental, c'est quelque chose qui vient en plus. C'est une autre responsabilité. Et c'est ce qui fait que les gens qui ont des enfants souvent finissent par se séparer, c'est qu'ils dévient totalement l'intention, j'ai envie de dire, sur nourrir le couple parental, être des bons parents, être d'accord sur l'éducation ou des choses comme ça, mais ils oublient complètement le couple sentimental. Se créer des moments à deux, la sexualité, prendre soin l'un de l'autre, etc. Est-ce que c'est typiquement ce genre d'hommes qui viennent te voir pour un accompagnement? Ça peut, mais pas nécessairement. J'ai vraiment des profils très différents, que ce soit en termes de... Parce que j'accompagne les hommes, mais j'accompagne aussi les femmes. Je ne suis pas contre l'idée d'accompagner les femmes, au contraire. Surtout que les thématiques que je traite sont autant valables chez les femmes que chez les hommes. Donc je n'ai jamais refusé de femmes dans mon accompagnement. Euh, donc autant les profils sont différents, autant les thématiques sont différentes. Il y a des personnes, elles viennent me voir parce que bah, il y en a eu un, c'était thématique de l'abandon. Il se sentait abandonné dans sa relation, pas écouté, pas pris en considération, etc. On a travaillé dessus. Là, j'ai accompagné récemment une femme, elle est dans une relation depuis une vingtaine d'années. Et elle a tout d'un coup, pendant un voyage à l'autre bout du monde, elle a rencontré quelqu'un. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on doit ouvrir le couple ou pas? C'est quoi les considérations à avoir? Comment faire en sorte que moi je me retrouve? Comment faire en sorte que mon partenaire s'y retrouve aussi, etc. Il y a des gens qui sont plus sur des thématiques de manque d'estime, manque de valorisation, manque de confiance en soi. Donc c'est vraiment tous des aspects émotionnels qui touchent à la relation que j'aime traiter en fait, tout simplement, que j'aime discuter avec les gens pour amener un peu plus de conscience. Je pense que vraiment la base du bien-être passe par la conscience. Avoir conscience de qui je suis, quelles sont mes douleurs, quels sont mes problèmes, quelles sont mes blessures, quels sont mes points de vulnérabilité, quelles sont mes perceptions par rapport à tout ça. Est-ce que vulnérabilité égale faiblesse ou pas? Voilà.
C'est tout des choses qui aident les gens à comprendre un peu ce qu'ils vivent, d'être un peu plus dans la conscience, comme je dis. Moi, c'est vraiment un terme qui m'est vraiment très cher dans les accompagnements que je propose avec les gens. Puis par exemple, avec cette femme, c'est vrai que ça peut arriver assez facilement, tomber amoureux en voyage comme ça. Comment ça s'est terminé? Alors, ça ne s'est pas encore terminé, Ok. mais je pense qu'on est à bout touchant. Et en fait, après, voilà, c'est difficile de dire qu'est-ce qui va se passer, mais a priori, voilà, c'est un peu délicat d'en parler, puisque voilà, le sujet n'est pas terminé, donc je ne voudrais pas m'avancer. J'ai mes pronostics, on va dire, mais voilà, je voudrais pas en parler parce que ce serait pas éthique non plus de donner trop de détails ou des choses comme ça. Mais en gros, moi, ce que je vends, entre guillemets, dans mes accompagnements, c'est de retrouver la paix, retrouver le calme, retrouver la sécurité. Et depuis une dizaine de jours, ça a l'air d'être le cas pour elle. Ok, super. Je lui ai envoyé un message, je crois que c'était hier, je lui ai mis qu'est-ce qui se passe. D'habitude, on s'écrit beaucoup avec cette femme. Dans l'accompagnement que je propose, il y a un soutien sur WhatsApp aussi, et du coup, il y a des gens qui m'écrivent presque tous les jours. Elle en faisait partie. Et depuis 10-15 jours, j'ai plus trop de nouvelles. Du coup, je lui ai envoyé un message hier, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 jours, comment ça va? Puis elle m'a dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin et tout. Et je lui ai mis est-ce que c'est la lumière au bout du tunnel? Puis elle m'a répondu il y a 1 heure, elle m'a dit who knows. Mais ça m'a l'air d'être la lumière au bout du tunnel, mais après, on verra bien comment ça se déploie encore sur les quelques semaines d'accompagnement qui nous restent. Parce que pour toi, un accompagnement type, par exemple, chez toi, comment ça se passe? Effectivement, tu m'avais dit que tu étais très présent aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un accompagnement type avec toi? Oui, bien sûr. L'accompagnement de base, donc il y a un rendez-vous d'origine qui est prévu, qui est offert. C'est ce que j'appelle l'appel déclic, pour vraiment faire un état des lieux de la situation. Qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi tu vis ça? Que moi, je comprenne un peu dans quel microcosme énergétique et émotionnel tu es en train de vivre, d'évoluer. Et voir si je me sens compétent pour t'accompagner. Aussi, est-ce que j'ai envie de t'accompagner? Et après, la troisième question, c'est est-ce que toi, tu as envie de travailler avec moi? Et si l'engagement se fait, alors à ce moment-là, l'accompagnement, il est sur 4 mois, avec 8 séances, en visio, a priori, à part si c'est des gens qui habitent ma région, mais je fais beaucoup de travail en visio surtout. Et puis, donc je donne des exercices aussi. Parce que je pense que c'est pas... un exemple que je donne toujours, c'est que si je me pète le bras et que je vais à l'hôpital, le médecin, il va me parler pendant 45 minutes de vous avez une blessure qui s'appelle tel et tel, c'est à tel endroit que le bras il est cassé, c'est tel mouvement, il faut tel soin, etc. Au bout de son laïus de 45 minutes, j'ai plein d'informations, mais j'ai toujours le bras pété, quoi. Ouais. Donc je dis, voilà, c'est une action qui a cassé mon bras, donc c'est une action qui va le réparer. Ouais. Au même titre que c'est une action qui m'a donné des fausses croyances par rapport à l'estime de moi, la valorisation, ma confiance en moi, etc. Du coup, il faut une action pour réparer ça aussi. Donc je donne beaucoup d'exercices issus de mon immense créativité et de mon immense parcours aussi de thérapie. J'ai fait du tantra, de la psychogénéalogie, j'ai fait plein de choses différentes. Et du coup, voilà, donc on travaille avec des exercices. Et effectivement, du coup, le soutien sur WhatsApp, l'accompagnement, il commence après le premier paiement et il se termine à la fin de la dernière séance. Okay. Entre deux, c'est quand tu veux, quoi. Les gens, ils m'écrivent. Typiquement, j'avais une personne que j'accompagnais, c'était un mec, il était barman. Une fois sur deux qui m'écrivait, c'était le samedi à 2h quand il sortait du bar, quoi. Ouais. Samedi à 2h du mat. Et du coup, quand c'est le week-end où je suis avec ma copine, à 2h du matin, je suis au lit, donc je réponds pas. Mais quand c'est le week-end où je suis tout seul, très souvent, 2h du mat le samedi, je suis encore debout, donc je répondais, quoi. Hyper disponible. Ouais, j'aime avoir cette autonomie et cette indépendance. Pour moi, un samedi, un dimanche ou un mercredi, c'est les mêmes jours, quoi. Ouais. Et si je suis debout, que j'écrive à des gens que j'accompagne ou à des potes, je suis quand même sur mon téléphone en train d'écrire, alors autant que ça puisse aider les gens qui comptent sur moi pour les faire avancer, quoi. Même si c'est pas moi qui avance, c'est eux qui avancent. C'est sûr. Donc n'hésitez pas, il y a 15 minutes gratuites pour la première fois avec Patrick, voir si ça match, et puis ça peut être un bon début. Avec un immense plaisir que je vous accueillerai. J'ai trouvé dans une de tes stories une anecdote où tu disais que tu ne faisais pas de thérapie de couple. Ouais. Parce que un mauvais guitariste... Je peux te la redonner si tu veux. Parce ouais, que super bonne. J'aime pas trop la thérapie de couple parce que je pense que les problèmes qu'on a, notamment dans une thérapie de couple, le couple, c'est un microcosme en soi. 1 + 1 = 3. Un truc très connu dans la psychologie de couple. C'est que moi, plus la personne que j'aime, on va former une troisième entité qui doit grandir, qui doit évoluer, qui doit apprendre à marcher, à fonctionner, à communiquer, etc.
à interagir, tout ça. Mais le couple est constitué de ce que moi j'amène et de ce que elle, puisque je suis hétéro, va amener. Mais du coup, si ce qui est dans la relation c'est flingué, ben c'est parce que ce qu'on y a amené c'est flingué. Si je vais faire mes courses dans un supermarché et puis quand j'arrive à la maison tout est moisi, ben je ne vais pas pouvoir faire un repas qui est sain. Le repas il sera moisi parce que ce que j'ai mis dans le repas il est moisi. Et à partir de là, l'exemple que je donnais, c'est que si on prend un guitariste et un pianiste qui sont tous les deux médiocres dans leurs compétences spécifiques, ben on peut travailler l'harmonie tout ce qu'on veut, ça va rester une cacophonie. Donc, allez travailler chacun de votre côté, et ensuite vous pourrez amener une meilleure qualité de piano et de guitare. Et ensuite, quand les deux, vous serez entre guillemets compétents dans votre domaine spécifique, là on pourra travailler l'harmonie. Mais moi, j'aime pas travailler le couple parce que voilà, je pense que le couple dépend largement de ce que les individus y amènent. Et on discutait avant, tu sais, sur le fait que notre première vision d'un couple ou de l'amour même, c'était les parents. Ouais, bien sûr. Et comment dépasser, des fois on a ce schéma où, ben voilà, est-ce qu'ils sont divorcés, est-ce qu'ils vont toujours ensemble, etc. Puis on a l'impression que, des fois comme avec les enfants, soit on reproduit la même chose, soit on fait l'opposé. Et comment trouver le juste milieu? Par l'expérience. Fail again, fail better, comme on dit en anglais. Échoue encore, échoue mieux. C'est pas, on peut expliquer plein de fois à un enfant un sujet spécifique. Tant qu'il n'en a pas fait l'expérience, il peut avoir de la peine à comprendre le sujet. Et à ce niveau-là, c'est pareil. Là, on est sur des techniques, sur des concepts de loyauté familiale. Il y a des gens qui vont se dire, comme on m'a appris, c'est génial parce que ceci, cela, donc je refais pareil. Et d'autres personnes qui vont être totalement en porte-à-faux en se disant, non, mais en fait, ça allait pas du tout. Moi, je me sentais toujours mal avec ça, etc. Donc, moi, je vais faire autrement. Mais un même principe d'éducation peut donner chez la fratrie des enfants de personnes qui font totalement différents. C'est pas pour autant que ça n'a pas la même origine, en fait. Et par exemple, je suis en couple, moi, et est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser, que par exemple le public peut se poser en se disant, c'est des questions que pour nous-mêmes qui vont peut-être nous mettre la puce à l'oreille si on est en adéquation avec notre histoire ou non. Est-ce que tu as ce genre de questions que tu dis aux gens de se poser? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Je pense que la première vraiment à se poser, la plus importante, c'est à quel point est-ce que je suis libre dans ma relation? Libre d'être moi-même, de dire ce que je veux, de faire ce que je veux. Il y a des gens que j'accompagne qui ont pourtant cette impression d'être libre, mais en même temps, ils n'osent pas partir parce que ça va pas, il y a de la violence, il y a ceci, il y a cela, il y a de l'adultère et des mensonges. Et je leur dis, mais du coup, tu es libre, du coup, tu peux partir. Ouais, je suis libre, mais on fait compte commun, du coup, j'ai rien à moi, etc., etc. Donc, quel niveau de liberté j'ai à être moi-même et à faire ce que je veux? Ça, c'est une des bonnes questions à se poser au départ, je pense. Ouais, c'est super intéressant parce que ça touche énormément de domaines en fait. Bien sûr. C'est pas simplement la liberté, ouais, effectivement, ça peut être con, mais la l'argent, quoi. liberté de parler, la liberté de me faire un cadeau, la liberté de partir en week-end avec mes copines, la liberté de porter ce que je veux en termes d'habits, la liberté de, je sais pas, d'avoir mon rythme de sommeil qui n'est pas du tout le même que celui de ma copine, par exemple. À quel point je me sens libre d'être qui j'ai envie d'être et du coup d'amener vraiment celui que je suis dans la relation. Ou alors, est-ce que je me sens contraint? Est-ce que j'ai peur d'être jugé? Est-ce que j'ai peur que ce soit mal vu? Est-ce que j'ai peur que si je dis cela, ça va être la fin de ma relation, etc., etc. Hyper intéressant. Je vais te donner un exemple sur je fais pareil ou je fais différent. Ok. Tu grandis avec un parent qui est hyper à cheval sur les horaires. Mais genre hyper à cheval. Il faut toujours arriver 5 minutes en avance. Pour un trajet d'une demi-heure, il faut partir 1 heure avant au cas où il y a des bouchons, etc., etc. 2 enfants, il y en a un qui va considérer que c'est génial, on n'est jamais en retard, on n'est jamais pris au dépourvu, on se fait respecter parce qu'en plus on respecte les autres, etc. Donc moi je vais faire exactement pareil. Et puis il y a un autre enfant qui va avoir plutôt l'impression que non, c'était n'importe quoi, on me stressait tout le temps, je ne pouvais pas m'habiller quand je voulais changer d'habit parce que celui-là ne me plaisait pas, ben, on ne me laissait pas parce qu'il fallait absolument partir à cette heure-ci, on stressait tout le monde et au final jamais personne n'est arrivé 15 secondes en retard à un rendez-vous. Donc moi maintenant, ma réaction par rapport à cette éducation hyper à cheval sur les horaires,
bah, il y en a un qui va dire moi je fais pareil parce que j'ai trouvé ça génial, et il y en a un autre qui va dire, l'autre enfant qui va dire moi je fais complètement différent parce que c'était l'enfer pour moi. Ça vient de la même origine, mais pourtant les réactions sont différentes. Et ces réflexions-là sont la plupart du temps inconscientes, on ne s'en rend pas forcément compte. Et dans tes expériences, est-ce que tu as une histoire, par exemple, ou une anecdote où ça s'est passé puis tu as pu aider la personne à retrouver de la sérénité par rapport à ça? Alors, l'exemple que je donne dans ce genre de situation, c'est pas avec, c'était avec une amie, c'était pas avec une personne que j'accompagnais, donc j'ai pas cherché à amener de solution. Mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle, c'est que mon amie, donc on se voyait des fois chez elle, chez moi, et elle avait tendance à lancer sa veste comme ça sur le canapé quand elle rentrait à la maison. Et le jour où une fois on est ensemble et elle me présente ses enfants, bah, je vois que les enfants ils font pareil en fait. Et le pire, là c'était déjà drôle. Mais le pire, c'est que quelques mois après, j'ai rencontré la maman Ok. de mon ami Qui faisait la même chose. qui faisait la même chose. Et je me suis dit, cette veste lancée comme ça, n'importe comment sur le canapé, et en se disant, je la rangerai plus tard, la prochaine fois que je viens, que je passe devant le canapé ou quelque chose comme ça. J'ai vu 3 générations de suite qui faisaient ça. C'est pas juste, c'est pas faux. C'est Ouais. juste que c'est une manière de faire qui convient à tout le monde, donc tout le monde la reproduit, point final. Et donc, toi, tu parles plutôt d'être conscient, en fait, Ouais. de notre passé, etc. Mm. Parce que, ben, aussi, on va faire la même chose avec nos enfants comme on a eu dans l'éducation ou l'inverse. Ouais. Mais l'important, c'est pas de faire juste ou faux, c'est plutôt d'être conscient de ce qu'on fait. Mhm. C'est plutôt ça, hein, Alors, je pense que être juste, c'est très important. Ça ramène à cette notion de liberté. Mais être juste, pas au regard des autres, de la société, de mon conjoint ou de qui que ce soit. Être juste par rapport à moi. Ouais. Pour moi, c'est ça qui est très important. C'est ce que je fais, c'est juste. C'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément légal non plus des fois, mais c'est juste pour moi. Parce que je considère à ce moment-là que ça nourrit un truc en moi, en l'occurrence des valeurs. Et en l'occurrence, je me sens bien quand je fais ça, même si potentiellement, encore une fois, c'est des fois un truc illégal. Je sais pas, traverser le passage, traverser la route en dehors du passage piéton, par exemple. Bah, techniquement, c'est illégal, techniquement, ça mérite une amende, mais en même temps, moi, je me sens mieux de faire ça plutôt que de faire 50 mètres, de traverser le passage piéton, puis de revenir 50 mètres en arrière. Donc, Ouais. c'est un exemple évidemment badin, mais il y en a d'autres. Tu as parlé de psychédéliques, par exemple, ça, c'est un truc, techniquement, c'est interdit, alors que j'en ai pris plein de fois. Et puis, ça t'aide, tu utilises pourquoi? Alors moi, c'est pour mes thérapies. C'est pas pour les accompagnements que je propose aux personnes. Je pense que ça nécessite quand même vraiment une formation assez spécifique et assez poussée. Mais moi, pour mes thérapies à moi, pour mes soins à moi, je travaille beaucoup avec des psychédéliques ces derniers 2 ans, 3 ans. Et franchement, moi, ça m'aide beaucoup, quoi. On pose une intention, on prend le produit, on fait le voyage et tout. Et des fois, dans le voyage, il se passe l'intention qu'on avait posée. Et des fois, il se passe complètement autre chose, en fait. Parce que pour régler ce problème, ça passe par ailleurs. Et la médecine, comme on dit, la plante qu'on prend. Moi, je travaille surtout avec des champignons. Enfin, pas exclusivement, mais surtout avec des champignons. Ouais. Et ouais, moi, je me vois évoluer au fur et à mesure, quoi. Donc, il y a une intention comme j'ai la grippe, je vais chez le médecin, j'ai une intention spécifique. Ouais. Je vais dire, ouais, soignez-moi de la grippe. Puis en fait, il va me dire, ah, mais, chez vous, c'est plutôt la malaria. Ok, bah, on va travailler autre chose pour soigner mes symptômes. Tu es suivi en fait constamment, mais en fait, ça te permet de toi continuer à évoluer, et puis ça permet d'avoir un accompagnement qui est toujours meilleur en fait. Bien sûr, Ouais. c'est ce que je pense en tout cas, parce que ça aide vraiment à moi à développer plus de conscience, à plus de finesse, plus de ressenti, plus de canalisation par exemple, ou des choses comme ça, parce que je travaille avec des outils la plupart du temps un peu mystiques, on va dire. Donc tu travailles aussi avec l'intuition. Beaucoup, Beaucoup. beaucoup. Je Ok. travaille avec l'expérience de mon parcours, de l'enfance que j'ai eue, mes premières relations amoureuses, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai géré ça, bien ou mal, comment je me suis soigné après, et aussi l'expérience personnelle de mes relations, les expériences, comme on disait, sexuelles, sur le format relationnel ou des choses comme ça, des expériences de communication, des expériences de, ok, quand j'écris un message à ma copine, quelle part de moi est en train d'écrire en fait, quel est mon but. Ah, là mon but c'est juste d'avoir un contact avec elle parce que je suis en train de flipper un peu. Parce que ça fait, je sais pas, depuis ce matin elle m'a pas écrit, on est 18h et je commence à me poser des questions. Je me dis tiens, est-ce qu'elle est avec un autre ou quoi, est-ce qu'elle a eu un accident, machin. J'ai peur donc j'écris, mais dans le but d'avoir une communication de sa part pour me rassurer.
partir du moment où on prend conscience de ça, je peux juste me dire, mais attends, si j'ai besoin d'être rassuré, ça veut dire que je ne suis pas bien. Si je ne suis pas bien, ça vient d'où? À quoi j'étais en train de penser? Ok. Nos pensées créent notre bien-être ou pas, à 100%. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est toujours vrai. C'est pour ça que quand on fait un cauchemar, on se réveille en sueur, on suffoque ou des choses comme ça, alors qu'on était juste en train de dormir tranquille. Mais dans notre cerveau, il s'est passé un truc, ça devient la réalité, donc il va générer des émotions qui nous font sentir en accord avec ce qui s'est passé dans le cerveau. Donc si mes pensées, c'est elle est en train de faire ceci, elle est en train de faire cela, elle a peut-être eu un souci, un accident, quelque chose comme ça, forcément je vais être inquiet et angoissé et anxieux et je vais chercher à me rassurer et donc je vais la contacter. Alors qu'à ce moment-là, au moment où je réalise que ça vient de mon cerveau, je peux se dire non mais tranquille, elle a sa vie, elle a plein de choses à faire, elle a son taf, elle a peut-être ses enfants ou du jardinage à faire puisqu'on est en printemps ou des choses comme ça. Enfin, elle a autre chose à faire que de s'occuper de me rassurer. Elle va très bien, c'est juste qu'elle n'a pas eu le temps aujourd'hui parce qu'on est mercredi, c'est le jour où elle doit garder ses gamins ou des choses comme ça. Ok, c'est bon. Puis comment ça, tu mets concrètement pour les personnes que tu accompagnes? Ça passe par la théorie déjà, dans un premier temps, de leur expliquer, comme je viens de le faire avec toi, d'expliquer le lien entre je me sens mal et à quoi j'étais en train de penser. Et puis après, c'est des efforts aussi, parce que le cerveau, il n'a pas l'habitude justement de se remettre en question lui-même en fait. C'est ce qu'on appelle la métacognition. La cognition, c'est comment on réfléchit. La métacognition, c'est réfléchir à comment je réfléchis. Et du coup, c'est à quoi j'étais en train de penser. C'est une pensée qu'on a, c'est une réflexion qu'on a, et du coup, c'est un effort, c'est pas spontané. Mais c'est ce genre de choses et d'exercices, par exemple, où je dis aux gens, voilà, quand tu te sens mal, rappelle-toi vraiment à quoi j'étais en train de penser. Et tu comprendras pourquoi tu te sentais mal, et tu comprendras que si tu décides de penser autre chose, tu vas arrêter de te sentir mal. Tu m'avais fait, tu te rappelles, une analogie entre le siècle passé Ouais. et un peu l'évolution. Ouais. Tu pourrais la refaire? Ouais. Je me rappelle parce que je la fais souvent. Mais oui, moi je pense qu'en tant qu'individu, on évolue, on grandit, que ce soit physiquement. Quand on grandit, on fait 30 cm et là on est deux adultes d'un mètre 60, 70, 80, je sais pas. Et je pense qu'au niveau émotionnel, c'est pareil. Il y a des choses qu'on est capable de gérer en étant adulte ou qu'on est censé être capable de gérer, mais qu'on n'est pas capable de gérer quand on est enfant, par exemple. Typiquement, je veux écrire au stylo rouge. Quand j'ai 4 ans, il n'y a pas de stylo rouge, je pleure. Quand j'ai 30 ans, il n'y a pas de stylo rouge, je vais gérer ça différemment, en principe. Ça, c'est pour le plan individuel. Mais pour le plan de l'humanité, il y a aussi une évolution. Typiquement, les défis qu'on a aujourd'hui dans nos vies ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on avait au siècle passé. Il y a 100 ans, par exemple, il y a eu le 14-18, Première Guerre mondiale, 1920, la grippe espagnole, 39-45, la Deuxième Guerre mondiale. Entre-temps, il y a eu la crise financière en 1929. On était clairement sur un objectif de survie. Il fallait juste survivre à ce moment-là. Donc forcément, les considérations émotionnelles, Montessori, l'éducation positive et tout, la spiritualité, ce n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Après, on est sorti de là. On est arrivé sur l'ère de l'avoir. Avoir une voiture, avoir une maison, avoir des vacances, avoir un appareil photo, etc. Dans les années 50, un petit peu, puis après surtout 60, 70, 80. Sauf qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte que avoir, ça ne me rend pas heureux en fait. Donc on va peut-être passer sur l'ère de l'être. À partir de 80, il commence à y avoir de la psychologie, des thérapies, des médications aussi, un peu plus de conscience justement sur l'émotionnel, sur l'éducation, sur la communication, sur des choses comme ça. Et ça grandit de plus en plus. Avec, typiquement, il y a eu aussi dans les défis communautaires, j'ai envie de dire, il y a eu la libération de la femme, le droit de vote, après il y a eu tout ce qui était lié à la sexualité, le sida, après les homosexuels, maintenant on arrive sur les queers. Il y a plein de défis comme ça qui vont d'évolution en évolution. Et c'est pour ça que nos parents ont été tellement imparfaits à notre éducation. C'est parce qu'ils n'avaient juste pas les mêmes considérations que nous aujourd'hui. Et quelle est la suite? La suite, la suite, c'est potentiellement que nos enfants à nous, enfin moi j'ai 42 ans, toi je ne sais pas, mais nos enfants à nous vont peut-être nous juger dans 20 ans parce que, non mais tu te rends compte, tu gardais un chat en captivité quoi. C'est un être humain, il a le droit à la liberté, etc. Et toi tu l'enfermais chez toi. Ouais. Alors que pour nous ça nous paraît complètement logique aujourd'hui. Ouais. Mais pour nos enfants ça va peut-être leur paraître complètement lunaire dans 20 ans.
Donc la suite logique, ça peut être ça, et je pense que ça peut aussi être, sur le plan plus global, ça c'est un exemple très précis, mais sur le plan plus global, on va de plus en plus à l'ère de la dématérialisation. Avec le cloud, avec le Wi-Fi, avec Uber qui est la plus grande compagnie de taxi alors qu'il ne possède pas un véhicule, Airbnb qui est la plus grande compagnie d'hôtel alors qu'il ne possède pas un bien immobilier, avec justement, tu as parlé de l'intuition, des choses comme ça, de la médiumnité. On va de plus en plus vers des modes de communication aussi qui sont typiquement la télépathie ou des choses comme ça. Et en tout cas, c'est un défi de la science. Je ne sais pas si ça a déjà été réalisé, mais je crois que oui. La téléportation. La téléportation. Donc on est vraiment sur cette ère de déplacer des choses sans les bouger, déplacer de la communication, de faire de l'argent en possédant pas grand-chose, justement avec Uber, Airbnb ou des choses comme ça. Donc je pense qu'on va vraiment vers cette ère-là. On a été dans la survie, l'avoir, l'être, et maintenant on va gentiment aller vers ne plus être, justement, aller vers la dématérialisation. Comment on garde les pieds sur terre à ce moment-là? Comment on garde les pieds sur terre en regardant le téléjournal? C'est le même défi. Il y a la guerre ici, il y a le crash boursier là-bas, il y a eu un incendie là-bas, il y a des morts là-bas, il y a un crash d'avion, puis toi tu es en train de manger ton steak et puis tu dois faire comme si tout allait bien. Ouais. Tout simplement en te rappelant à quel endroit tu as du pouvoir en fait. Je crois que c'est Bouddha qui disait si le problème auquel tu fais face, il y a une solution, bah t'as pas à t'inquiéter. Et si le problème auquel tu fais face, il n'y a pas de solution, bah t'as pas à t'inquiéter non plus. Les choses sur lesquelles moi j'ai du pouvoir, c'est mes décisions, mes actions. C'est comment je m'habille, comment je mange, comment je dors, à quelle heure je me couche, comment j'interagis avec Juliette, Pauline ou Marc. Ça, c'est dans mon champ de compétences. Et là, j'ai vraiment du pouvoir là-dessus. Donc, m'inquiéter de la guerre en Ukraine, par exemple, alors oui, c'est très bien, ça nourrit des valeurs. De s'occuper des autres, de prendre soin, de s'inquiéter un peu du monde qui nous entoure, etc. Oui, mais si ça me rend mal, peut-être qu'il faut revoir à quel degré je fais ça, à quel degré je m'implique dans les choses où je n'ai pas de pouvoir d'action. Ouais, il y avait ces quatre, je ne sais plus comment c'était, tu sais. Je peux changer, j'ai les compétences, je ne peux pas changer. Bon, bref, je le retrouverai. Ok, ouais. Ma question c'était, ça veut dire que toi tu fais aussi le lien entre responsabilité et pouvoir d'action au final. Bien sûr. Tu vois, parce qu'il y en a certains qui se disent, mais c'est ma responsabilité qu'il se passe quelque chose en Palestine. Et je trouve que c'est hyper difficile, parce que c'est une argumentation où il y a clairement quelque chose qui se passe qui n'est pas du tout normal. Et puis, tu peux ou prendre sur toi et tout ça, et puis, tu vois, ou tu t'en fous, mais c'est pas non plus OK. Ouais. Et je trouve que c'est un spectre, c'est difficile à trouver la bonne mesure, non? Bien sûr. Et c'est, Dieu merci, c'est un spectre. Ça permet à chacun de trouver sa juste mesure. Mais ça demande de l'expérimentation, justement. Mais pour revenir sur le début de ta question, oui, pour moi, pouvoir et responsabilité sont les deux faces d'une même médaille. À part dans le monde de l'entreprise, qui est à mon sens un monde complètement flingué, où on peut te donner des responsabilités sans te donner le pouvoir qui va avec, ailleurs, quand on prend des responsabilités, quand on a des responsabilités, on a du pouvoir. Imagine, on fait un voyage en voiture. Qui va conduire? Celui qui conduit, il va décider à quelle heure on part, par où on passe, à quelle vitesse, est-ce qu'on prend des personnes en covoiturage ou pas, potentiellement même la destination. Et donc il a du pouvoir. Mais du coup, il a la responsabilité de dormir assez, de ne pas avoir bu quelques heures avant, de préparer l'itinéraire, d'avertir tout le monde à quelle heure on part, à quelle heure je passe te chercher, de combien ça coûte, etc. Celui qui est sur le siège passager, il n'a aucun pouvoir. Il ne décide pas est-ce qu'on prend telle route ou celle-là. C'est celui qui a le volant qui décide. Non, bien sûr. Je voyais bien le lien, tu vois, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement. Mais je n'avais pas fait le lien inverse. Ta responsabilité dépend de ton pouvoir. Ça va dans les deux sens, en fait. Ouais. Si tu veux du pouvoir, il faut prendre les responsabilités. Si tu veux du pouvoir dans mon domaine sur ta vie amoureuse, bah, il faut prendre tes responsabilités et de te rendre compte que dans toutes tes histoires de merde, le seul point commun, c'était toi. Et à un moment donné, peut-être c'est de ma faute si ça merde à chaque fois. Ouais. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je m'énerve dans cette situation? Pourquoi je fuis dans cette situation? Etc. etc. Et ta responsabilité est liée au pouvoir d'action que tu as dans cette action sûr. précise, en fait. Bien sûr. Ouais. Si je veux que tu enlèves ta chemise maintenant, bah, je vais essayer de le faire moi-même. Je vais venir, je vais te déboutonner ta chemise, etc. Puis je vais essayer de prendre le pouvoir sur comment tu es habillé.
Mais le problème, c'est que c'est pas de ma responsabilité. Donc toi, tu auras toute l'attitude de me foutre une baffe, de me dire non, de te rhabiller, etc., etc. Je peux essayer d'avoir du pouvoir là où j'ai pas la responsabilité, mais ça va pas bien marcher. La personne qui a réellement la responsabilité va pas vraiment accepter que moi j'aille mettre mon grain de sel là-dedans. Typiquement, c'est ce qui se passe. Tu as parlé de la Palestine. Allez dire à Netanyahou que c'est pas cool de faire la guerre. Ouais, mais c'est moi qui ai le pouvoir de la faire ou pas. Donc les gens qui essaient de s'impliquer, ok, c'est cool, ça nourrit vos valeurs. Mais dans quelle mesure ça devient souffrant pour vous de voir que vos actions, vos décisions n'ont aucun effet au final? Dans quelle mesure c'est ok pour vous? À chacun de faire son autocritique après l'expérience justement. La success story, donc c'était Ludovic. Le prénom, j'ose le dire quand même, s'il nous regarde, salut. Et ouais, vraiment, lui, il a enchaîné 2 relations, une de mémoire de 2 ans et une de 1 an et demi, où en fait, dans les 2 relations, il se sentait pas à sa place en fait. Il avait toujours l'impression que sa copine, elle faisait un peu ce qu'elle voulait, qu'elle sortait quand elle voulait, qu'elle voyait qui elle voulait, qu'elle voyait ses amis, son meilleur pote ou des gens comme ça, qu'il n'était pas vraiment considéré dans la relation, qu'elle lui demandait pas vraiment son avis, et lui, il se sentait vraiment abandonné, quoi. C'est le terme qu'il utilisait le plus, quoi. Et, euh, et du coup, en juillet, quand on a fait cet appel déclic, justement, il a pleuré pendant 10 minutes, mais il pleurait face caméra pendant 10 minutes. Et moi, je dis, ok, à ce moment-là, il n'y a rien à faire, il est juste en train d'évacuer un truc, quoi. Mais il était vraiment dans une immense souffrance par rapport à ça, quoi. De se dire, mais qui c'est qui va s'occuper de moi, quoi. Et au fur et à mesure, dans l'accompagnement, au bout d'un moment, je vais expliquer l'étymologie du mot abandonner. Ça veut dire donner au banc. Le banc BAN, donc les autorités, comme quand on publie les bancs pour un mariage. Et en fait, les autorités, elles ne vont pas recevoir un adulte. On ne peut pas abandonner un adulte. Ah ouais. Et vu que lui, il était adulte, libre à lui de s'occuper de lui comme il voulait. De faire du sport quand il voulait, de manger sainement quand il voulait, de boire quand il voulait, de fumer quand il voulait ou pas. Et du coup, à lui, dans ses décisions et dans ses actions, de ne pas s'abandonner lui-même. Et à partir du moment où il y avait quelqu'un pour s'occuper de lui, il n'avait plus besoin que ça se passe dans la relation. Et c'est une histoire c'est juste 2 screenshots de conversations WhatsApp. La première justement en juillet, c'était l'année passée, c'était en 2024. Et la deuxième, c'était en décembre 2024, où il me disait, mais mon évolution, elle est prodigieuse, je vais finir l'année complètement transformée, c'est incroyable. Parce que juste, il avait réussi à soigner ce truc au travers justement de notre accompagnement, des divers exercices que je lui avais fait faire et tout, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour de vrai, quoi. Il y a vraiment des grosses transformations qui peuvent se faire et c'est vraiment primordial. En tout cas, lui, il ne regrette pas du tout l'investissement, que ce soit en argent, en temps, en énergie, en questionnement, en émotion, en doute, en pleurs, en peur, que ça lui a coûté parce que il est arrivé à un résultat où, waouh, maintenant je suis en paix, quoi. C'est génial. Bravo. Moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ouais. Et de le voir, en plus, les gens, des fois, ils ont l'impression qu'ils évoluent pas. Mais moi, je les vois évoluer au fur et à mesure des séances et c'est prodigieux, quoi. D'ailleurs, un petit exercice pour les gens qui ont l'impression de ne pas évoluer. Regardez sur quelle période vous voulez voir votre évolution. Typiquement, toi, tu veux voir ton évolution par rapport à il y a 1 an en arrière. Okay. Alors, fais un exercice, prends une feuille de papier, mets-toi et écris c'était quoi ma vie il y a 1 an. Au niveau du couple, au niveau du travail, au niveau du logement, au niveau des finances, au niveau du sport, de la santé, etc., etc. Et tu notes vraiment tous les détails que tu te rappelles. Et après, tu te dis, ok, aujourd'hui, est-ce que je veux retourner à cette étape-là? La plupart du temps, tu ne voudrais pas. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Ouais. Joli, très bel exemple. Je vais le faire à la maison. À fond. Si tu veux 6 mois, tu fais 6 mois. Si tu veux 5 ans, tu fais 5 ans. Et vraiment regarder, c'était quoi ma vie au début de cette période que je veux tester? Est-ce que j'aurais envie là maintenant de me retrouver à ça? Ouais. Non, pour rien au monde, la plupart du temps. Et ça montre bien du coup qu'il y a une évolution. Et c'est ça qu'on a, pour rien au monde, c'est ça qu'on a envie de perdre, cette évolution qu'on a vécue. Donc si tu n'as pas envie de retourner en arrière, ça veut dire qu'il y a une évolution. Trop bien. Merci beaucoup Patrick pour cet échange. Avec grand plaisir Antoine, c'était vraiment J'ai sympa pour moi aussi. appris beaucoup de choses. Avec grand plaisir, super. Plus de conscience. Oui, exactement. Si vous voulez retrouver Patrick, il est sur monsion.ch comme on l'a dit. Il y a 15 minutes gratuites, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à suivre la vidéo, à commenter, à vous abonner. Ça nous aide énormément. Et puis on est aussi en podcast sur Spotify. Je me permets encore de remercier Jean-François, spécialement qui est derrière cette caméra, et toute l'équipe de Rise. Et puis si vous êtes vous-même thérapeute, je vous invite à nous écrire si vous voulez venir partager vos connaissances ou
vos expériences. C'est avec grand plaisir.